Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. En parlant d'humour avec amour, vous avez conquis celui du public. Vous fêtez cette année les 10 ans d'une chanson devenue l'hymne à la joie des temps modernes. C'est dire le bonheur de vous recevoir aujourd'hui au micro de Sud Radio. Bonjour Oldelaf. Bonjour Jacques. Alors 10 ans de la tristitude, bien sûr, on va en reparler parce que c'est un événement. C'est-à-dire que c'est plus un hymne à la tristesse qu'à la joie, à la tristitude. Oui, mais en même temps, il y a un côté hymne à la joie. Parce ouais, que, un petit peu. Donc... Savoir rigoler des choses tristes. Exactement, et c'est le but de la vie, finalement, rigoler de tout. Ouais, exact, j'espère bien. Enfin, alors, je m'y emploie. Je sais, et on va évoquer ce parcours à travers des dates clés. Comme vous êtes déjà venu dans les clés d'une vie, j'ai trouvé d'autres dates. Et la première, c'est le 16 décembre 2009. Curieusement, c'est votre première télé pour vos adieux. Oui, c'est un peu ça. C'était la fin d'Oldelaf et Monsieur D à ce moment-là. C'est pas loin de... aussi la naissance d'un de mes fils, et voilà, donc c'est aussi une date importante à ce titre, mais oui c'était une période charnière. Ouais, c'était à Tours, ouais. Un soir, et pour la première fois les journalistes vous découvrent à la télévision alors que vous aviez déjà un parcours derrière vous. C'est toujours assez bizarre, presque, ça me ferait rire un jour, d'ailleurs je serais pas à l'abri de recevoir une victoire de la musique de la révélation masculine, ça ferait rire, je l'aurai vers 50-60 ans, je ne sais pas encore, mais ça arrivera. Peut-être, oui, à l'ancienneté. Et l'une des chansons les plus célèbres de Oldelaf et Monsieur D, c'était celle-là. J'ai le temps pour un café, la journée s'emballe, tout le monde peut bosser, au moins jusqu'à l'heure de la pause café. Ma secrétaire entre, fort comme vous l'aimez. Ah mince, je viens d'en prendre un. Enfin, alors, on écoute sur Sud Radio, mais en général, cette chanson, on l'entend pas à la radio, Oldelaf. Très peu, alors que c'est vrai que j'avais été, et je pense dans ces périodes-là dont vous parlez, en 2009 et tout ça, interviewé par TF1, M6, parce que le buzz lié à la chanson c'était un peu du jamais vu. Il y avait des millions de vues à l'époque où il n'y avait pas encore de youtubeurs, pas encore des scores qu'on voit, et c'était un peu un phénomène. Et aujourd'hui, moi je suis fier de la chanson, et elle est traduite en une vingtaine de langues, je crois, donc c'est incroyable, mais elle ne passe pas à la radio. Bon, je suis pas programmateur, je suis pas la science infuse, mais c'est dommage. En tout cas, elle a un succès de terrain, de route, et je suis très heureux qu'elle parle aux gens comme ça. Mais alors, la chanson s'appelle le café, et curieusement, c'est dans un café que vous avez commencé, Oldelaf, qui s'appelait Ailleurs. Ah, complètement. Ouais, c'est vraiment c'est ce café qui m'a fait comprendre qu'on pouvait faire un spectacle et non pas simplement un tour de chant. Et surtout le déclic, c'est qu'ils se sont intéressés. C'était vraiment en janvier 2000, j'ai commencé là-bas, et que pour moi j'avais l'impression de monter à Paris. J'avais déjà des groupes à côté, mais eux m'ont fait comprendre l'exigence que devait avoir un spectacle, le fait de raconter une globalité, pas seulement à des chansons enchaînées. Et surtout, ils se sont intéressés à mes chansons humoristiques, ce qui m'a fait évidemment réaliser que j'avais certainement une petite particularité avec l'humour. Voilà. Et l'un des rares articles qui vous sont consacrés, on dit que vous avez une forme d'humour absurde digne des Monty Python. Ah c'est un très joli compliment. Moi, j'aime beaucoup... déployer des forces colossales pour dire n'importe quoi. Ouais, voilà. Exactement. Ça me plaît beaucoup d'imaginer, d'inventer une histoire et pouvoir parler. Je pourrais peut-être écrire un livre un jour en me rendant compte la dernière page que je m'étais trompé de sujet. Je voulais pas parler de ça. Enfin voilà. J'aime l'énergie du rêve et et aussi de l'enfance. Voilà, on peut avoir des combats qu'on est les seuls à mener. Ouais. Voilà, on est un grand enfant dans l'âme toute sa vie, c'est ça. Oh, je l'espère. Alors, justement, ce qui est étonnant, c'est que vous n'êtes passé pas à la radio, et les Monty Python, quand ils sont arrivés en France avec leur premier film Pataquès, ça n'a intéressé personne. Il y avait une moyenne de 10 spectateurs par salle et par jour, et ça a changé depuis. Oui, je crois. Il y a vraiment ce genre d'histoire assez fréquemment. Je sais que même les films, les bronzés, ou voilà, ça a fait un bide en salle. C'était vraiment pas du tout des succès qu'on imagine, et le temps et à force de revoir, de rentrer dans un univers, je crois qu'on se l'approprie, et c'est un peu ce qui se passe. Je crois que j'ai la chance de voir que ma carrière dure, et que les salles sont pleines, et qu'il y a une vraie fidélité. C'est pas celle du grand public et des plus gros médias, mais et des vedettes Kleenex. Voilà, mais je suis très heureux de savoir que mes chansons dureront certainement un peu plus longtemps, ouais.
Alors, il y a une chanson qui aujourd'hui, à mon avis, ferait scandale sur les réseaux sociaux si elle était enregistrée. C'est une des chansons que vous avez enregistrée avec Monsieur D, qui s'appelle Père Noël. Moi, je voulais un petit chat, je le rappelais Pelote. Ah ouais, c'est ça, choisis un doigt. Ça s'appelait Chanson con, et aujourd'hui, bien sûr, sans même savoir ce qu'il y a dedans, vous seriez assassiné. Je sais pas, en tout cas, moi ça me faisait beaucoup rire parce que c'était la chanson préférée de ma grande fille. Et quand elle avait dû choisir une chanson pour chanter à l'école, elle avait choisi celle-là. Et ça m'avait valu un peu quelques remontrances de la part de la maîtresse. Ouais. Ah, moi, je me souviens aussi d'enfants autour de moi qui chantaient la tristitude, et à l'école, ça posait des problèmes à 12 ans. C'est vrai, et on a eu l'occasion d'aller chanter aussi à Avignon, et on était avec mon comparse Alexandre Zapata, et on avait 4 enfants qui étaient là, et qui chantaient à table une de mes chansons qui s'appelait La peine de mort, et donc ils hurlaient dans les rues d'Avignon La peine de mort, voilà, et la situation me faisait beaucoup rire. Je comprends. Alors, il faut savoir aussi ce qui est étonnant, votre premier groupe auquel vous avez participé, Les Petits Humains, il a été sélectionné pour un concours que personne ne connaît, qui s'appelle un télécrochet des musiciens du métro sur W9. C'était très peu. Ah oui, il a gagné ce concours, Les Petits Humains, le concours de station musique. Alors là, Jacques, vous m'étonnez parce que je n'en ai pas le souvenir du tout. Eh ben oui, j'ai trouvé ça. On a gagné 2-3 trucs. On avait, mais alors ce concours-là, parce que pour le coup, j'ai tenté de le faire une fois, chanter dans le métro. Je me sentais un peu mal à l'aise de déranger les gens comme ça. Ça ne vous a pas empêché de devenir une locomotive. Oh, exactement, merci. Donc en tout cas, mais je préfère suivre le train-train quotidien de la scène. Voilà. Bon, on est parti sur les rails, on y va. Alors, non, effectivement, c'était sans doute après votre départ, mais il y a eu ce concours. Et il y a eu un autre concours aussi, c'est le concours Eurovision des Fatal Picard. Aujourd'hui, ils sont célèbres. Et là aussi, vous avez fait les débuts de la... Alors moi, j'ai participé aux Fatal Picard. J'étais pas à l'époque dans au moment du parcours de l'Eurovision, mais en effet, moi, c'est un groupe dont j'ai fait partie pendant 2 ans. Et en revanche, ça m'a fait découvrir vraiment les festivals, la vie de tournée vraiment. J'avais qu'effleuré avec Oldelaf et Monsieur D, mais là c'était vraiment, on partait en camion, on allait un peu partout et c'était très excitant. Ouais. Alors la musique, ça a commencé, je crois, vous habitiez Cachan, vous alliez au lycée Paul Bert ou au collège Paul Bert. Bravo. Et vous avez fait du piano à partir de 14 ans. Alors j'ai commencé au conservatoire, bien avant, j'ai commencé quand j'avais 7 ans au conservatoire. Mais en fait, ça m'a délié les doigts, mais j'ai rien appris en musique. En fait, pour moi, je me considère absolument comme autodidacte, notamment à cause du solfège. J'ai compris le jour où j'ai arrêté parce qu'il a fallu que je mette des sons sur des mots, sur des idées, et c'est le jour où j'ai arrêté le conservatoire, c'est là que je me suis mis à jouer 2 heures par soir, tout le temps. Et pour vous dire, j'arrête. J'arrête, j'ai 12 ans et demi quand j'arrête le conservatoire et je suis pianiste de bar à 14 ans. Voilà. Oui. Et il y a les vacances aussi à Luc-sur-Mer où il y a d'ailleurs un festival de musique qui vous a peut-être influencé, Oldelaf. Alors pareil, Luc-sur-Mer complètement, les vacances à Luc-sur-Mer, c'est là que d'ailleurs je suis devenu pianiste de bar. Oui. En revanche, festival de musique, je l'ai pas fait à Luc-sur-Mer. Il y avait des scènes d'été, il y a des choses que j'ai vues qui m'ont influencé, mais en tout cas, ouais, c'est un endroit qui est toujours important pour moi, ouais, la côte de Nacre, à côté de Caen. Et il y a un film célèbre dont une scène a été tournée à Luc-sur-Mer, avec Gérard Depardieu, Jeanne Moreau et Patrick Devers, qui mangent un peu de fruits de mer, c'est Les Valseuses. Tout à fait. Et 2 jours de tournage pour une scène de quelques secondes. Ah ouais, ça c'est l'histoire du cinéma. Alors finalement, la musique, ça commence aussi à l'école, puisqu'en classe de première, vous créez votre premier groupe Oldelaf. Oui, exactement. Ça a été un groupe qui s'appelait les Olalas et c'était rigolo parce qu'on était totalement incompétents. C'est drôle d'ailleurs parce que je pense qu'il existe quelques documents qui sont trouvables, mais là j'ai un peu honte quand je réécoute. J'avais une voix qui était absolument pas agréable et il y avait 2-3 chansons intéressantes, mais on les jouait de manière pitoyable. En revanche, ce qui était génial, c'est qu'on était un peu le groupe du lycée. Et donc, on a fait des concerts, il y avait 200 personnes. Et c'était génial de pouvoir exister comme ça. Et puis surtout, à l'adolescence, de pouvoir exprimer des choses qu'on a exprimées en chanson. Ça, j'invite tous les jeunes qui ont des soucis, des choses à dire, positives ou négatives du reste, mais écrivez, quoi. Quel moyen merveilleux de s'échapper, de s'évader, de cracher des choses. Il faut le faire, il faut écrire. Voilà, il faut écrire et puis il faut suivre des études. Et curieusement, vous auriez pu devenir un musicien classique puisque vous avez fait des études de musicologie et vous avez été prof de musicologie. Ça n'a rien à voir avec le reste, Oldelaf.
Non, mais je crois que ce sont des outils ça a été passionnant pour moi d'étudier la musique à la fac et tout, et surtout j'étais très heureux parce que pour le coup on nous considérait comme des adultes en fait, et c'est ça qui me rendait triste au conservatoire. C'était vraiment, on considérait comme des bébés, comme des enfants, et on parlait pas de musique, on parlait d'apprendre à recopier des notes, des machins. Je trouvais ça inintéressant possible. Et là, ça a été très important pour ma formation, ce qui me permet aujourd'hui de faire des arrangements, de composer des chansons qu'on connaît moins, mais qui m'ont permis que des œuvres soient jouées par le chœur de Radio France. Voilà. Et ça, c'est une facette qu'on connaît moins de mon travail. Mais la musique classique, vous la connaissez, Bach, Beethoven. Ah oui, ça a été vraiment important pour moi, ouais. Et je sais pas si vous connaissez l'histoire de Bach et Mozart qui sont au paradis. Dans un café, Bach demande un whisky et Mozart dit un baby comme Bach. C'est le genre de choses que vous auriez pu sortir. Oui, pourquoi pas. Il y a eu d'autres choses importantes dans votre carrière, on va en parler. Une chose très importante aussi qui s'est passée le 16 janvier 2012. A tout de suite sur Sud Radio avec Oldelaf. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Oldelaf. Nous parlerons tout à l'heure d'un événement important, une date au Trianon, mais on va en parler indirectement avec le 16 janvier 2012, car c'est ce jour-là qu'est sortie cette chanson culte. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est un peu la détresse dans la Cradanawa. La tristitude. Alors, comment elle est née cette chanson, La Tristitude? Eh bien, elle naît d'une complicité et d'une amitié avec Olivier Duboc. Et c'est un copain de très longue date que j'ai rencontré à la Canal. Donc on avait 14 ans quand on s'est rencontrés. Et avec lequel on a écrit pas mal de choses. On était dans notre univers à nous. Et puis, on a continué d'écrire. Après, on a fait chacun sa vie, mais on s'est retrouvés. Et un jour, on faisait un repas ensemble. Et je lui dis, j'ai l'idée... voilà, d'une chanson là, où on pourrait parler de choses, et on avait bien s'inventer des noms comme ça, de faire des transformations de mots, et je lui propose le mot tristitude. On part tout de suite et on écrit. La tristitude, c'est vraiment quand tu marches pieds nus sur un tout petit Lego, et avec cette attitude totalement, c'est pas complètement grave, mais c'est quand même un peu pénible au moment où ça t'arrive, et on rigole, c'est un repas assez arrosé, mais sauf que ce qui est drôle, c'est que la chanson est restée dans vraiment un tiroir, et au moment où je déménage en 2009-2010 par là, et je retombe sur le texte et je me dis mais c'est quand même vraiment marrant ce truc, et je la soumets à mon manager, ma prod, qui dit là t'as quelque chose. Et au moment où je suis en train d'imaginer embrasser une carrière de chanson, revenir à la chanson un peu plus sérieuse, c'était la fin de la société, on a fait que des chansons un peu débiles, 3e degré et tout. Et finalement la chanson la plus importante de cet album, c'est une chanson peut-être la plus marrante, enfin je sais pas, en tout cas ils ont eu un très bon choix, et le nez creux, puisqu'elle m'accompagne toujours aujourd'hui. Ouais. Voilà. Alors, quand le disque est sorti, vous n'imaginiez pas que 10 ans plus tard, on en reparlerait de La Tristitude? Absolument pas. La preuve, c'est que moi je l'ai laissé dans un tiroir. C'est que j'ai eu besoin de l'écoute et de l'audace, certainement, des gens qui m'accompagnaient, et tant mieux, mais on n'a pas conscience... parce que j'ai jamais fait ça, une chanson. Enfin si, je l'ai fait certainement un petit peu quelques fois pour dire je vais faire une chanson, ça devrait marcher un petit peu. Bon, c'est faux à 100% à chaque fois. Il faut faire ce qui nous fait rire, ce qui nous touche, nous émeut. Faut le chanter à chaque fois avec son cœur, mais il faut faire que des choses qui nous plaisent, sinon c'est condamné à ne pas marcher. Donc celle-là, en tout cas, je suis ravi que elle a eu l'histoire, et je suis toujours content de la chanter d'ailleurs. Oui, mais ce qui est étonnant, c'est le phénomène de société que ça a déclenché, puisque quelques mois plus tard, dans les cours de récréation, on chantait La Tristitude, Oldelaf. Oui, et surtout, c'est que elle m'a amené quelque chose, pareil, que j'avais pas calculé, et ça fait jurisprudence. Toujours aujourd'hui, et ce qui me déprime, je suis le seul type à qui on dit ta chanson est super, ce serait bien que tu réécrives les paroles à chaque fois. Mais personne ne dirait ça à Julien Clerc, à Orelsan, en disant tiens c'est cool ta chanson, tiens refais les paroles. Et Michel Sardou chante pas sur le Connemara, fait la même chose mais sur l'Espagne. Mais non, pourquoi moi on me demande de réécrire les paroles? Mais c'est comme ça. Mais oui, il y a eu un vrai engouement, les gens ont fait leur version.
chaque région a fait il y a l'Alsacitude, qui était menée par Antonia Dorandinger, qui est une amie. Il y avait Alex Vizorek qui avait créé la Belgitude. Oui. Il y a même 2 professeurs, Adrien et Stéphane, qui ont créé la tristitude des mathématiques. Voilà, exactement. Il y en avait des corps, les avocats, la médecinitude. Enfin, il y a des gens à leur mariage qui sentent ça. Enfin, la chanson, je suis très heureux. En tout cas, ça c'est une très grande récompense, que la chanson vive sans que je sois là pour la faire vivre. Est-ce qu'il y a une explication ? Elle parle aux gens, et le fait qu'on puisse se l'approprier, justement, et que les petits travers que je décrivais dans la version originale a certainement fait rire, toucher les gens, et c'est ça qui fait qu'ils se sont dit mais c'est ma chanson aussi, et la musique est assez fédératrice, donc tant mieux de tout ça. Ouais, mais ça, pour le coup, ça m'a dépassé, c'était pas calculé. Ouais. Non, effectivement, et ça vous a donné d'autres ouvertures, puisque vous êtes devenu chroniqueur à la radio et à la télévision grâce à Michel Drucker, Oldelaf. C'est ça, et cette chanson, parce que j'étais venu faire la promo comme un artiste, et ça a été un virage complet. Ça a été le jour où je fais la tristitude la première fois, c'est Jean-Paul Rouve l'invité, il y avait Mathieu Madagnan qui était chroniqueur, donc Drucker, et là, tout le monde explose de rire, les patrons descendent, c'est quoi ce gars, on m'en fait refaire une deuxième chanson, c'est pas prévu. Et il y avait une effervescence immédiate, en fait, ce qui était très surprenant. Et Mathieu Madagnan me dit, tiens, tu vas venir faire la première partie de mon spectacle. D'accord, ok. Sauf que je pensais que c'était une phrase en l'air, mais il a tenu. On est devenus très amis depuis, on se voit toujours, et c'est toujours quelqu'un de très proche. Drucker, il a dit, on va se revoir. On s'est revus, il m'a invité à la télévision, et donc on m'a dit, tu vas revenir toutes les semaines, faire une tristitude sur l'actualité. Ça, c'était pas prévu. Ouais. Ça veut dire écrire à chaque fois, ça prend du temps. C'est horrible, surtout cette forme-là. C'est des alexandrins, ce sont des alexandrins, pardon. Il faut faire des blocs de rimes. Enfin, elle est compliquée à réécrire, et surtout quand on doit s'adapter à l'actualité, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des phrases que je reprends de l'époque, je comprends pas ce que j'ai voulu dire. Je comprends pas, parce que ça faisait rire, mais je sais plus ce que ça veut dire. Alors, il y a, je crois, 497 versions différentes de la tristitude. Ah ouais, en ce moment. Non. Si. Parce que moi j'en ai, à titre personnel, j'ai dû en faire une 40aine, quoi. Mais alors là, je pensais pas qu'il y avait autant que ça. Ah ouais. Alors, près de 500. Et il y a même un concours qui a été organisé sur Dailymotion, Oldelaf, chante ta tristitude. Ouais. C'était quoi ça ? En fait, c'est qu'on avait proposé aux fans, justement, de proposer leur version. On envoyait la bande son, et ils s'enregistraient, et on a eu des versions sublimes, très très marrantes. Parfois il y a une phrase de génie, parfois c'est toute la chanson qui est marrante, et des gens qui ont joué avec la forme autant qu'avec le fond. Il y avait des copains qui avaient fait une version où à chaque fois qu'ils allaient prononcer le gag, il y avait une voiture qui passait, on n'entendait plus, ou la pluie se mettait à tomber, ce qui fait que c'était vraiment très très drôle, et c'était une vraie tristitude. Et voilà, on a fait un concours, et moi j'ai enregistré un petit best-of des phrases, des meilleures phrases des internautes. Ouais. Vous avez fait un travail presque de journaliste en suivant l'actualité, ouais, et de chansonnier ensuite. Ouais, c'est ça, un petit peu. Ouais. Il fallait s'adapter. Alors que moi, pour le coup, j'aime pas dans mes chansons coller trop à une actualité fragile, parce qu'il y a des choses dont on se souviendra pas dans 1 an, 5 ans, 10 ans. La preuve, c'est que il y a des phrases, je les comprends plus aujourd'hui. Moi, j'aime bien faire des choses qui restent un peu plus dans la durée. Et toutes les tristitudes que j'avais choisies pour la version originale, c'était vraiment des choses qu'on comprendra toujours dans 50 ans. Si ça fait référence à une personnalité, il fallait que ce soit, je sais que je fais une blague sur Jamel, bon ben voilà, il est assez connu, il sera toujours célèbre dans 20 ans, Jamel. Mais c'est vrai que on me demandait de faire ce petit travail de chroniqueur, d'aller piquer des trucs dans l'actualité pour le retranscrire. Et à l'époque, bien sûr, alors que ça n'a pas de rapport, on vous compare à la bravitude citée par Ségolène Royal 3 ans plus tôt sur la muraille de Chine lorsqu'elle était candidate à la présidentielle. Mais pour le coup, alors ça se retrouve parce que vu que la chanson elle est restée dans un tiroir pendant 3 ans, moi je pense que, vu la date de la chanson, je crois que moi elle l'avait pas encore prononcée au moment où on l'écrit. En revanche, au moment où la chanson sortait, elle avait déjà dit la phrase. Elle s'inspirait pas de la chanson ni moi de Ségolène, mais il y a eu un truc comme ça. Mais c'est tout à fait ce genre de
ce genre de mots mélangés. Elle a utilisé le même principe. Je ne sais pas si elle a fait exprès, là, j'ai un doute sur le En tout cas, oui, parce que moi j'ai trouvé un article du journal satirique La Sorte en 1899. Il avait toujours conservé la bravitude qui fut toujours le fond de son caractère. Déjà en 1899, le mot existe. C'est drôle. Ah ouais. Alors, la tristitude, bien sûr, il y a eu plusieurs versions. En voici une autre qui est la nouvelle version. La tristitude, c'est quand un bec aux os remarque un okapi. C'est quand t'es le petit copain de Mimi Mathieu. C'est quand au Scrabble t'as K, Y, Q, X et J. Alors ça, c'est une version un peu différente. On a fait une version en acoustique. C'est une version qu'on faisait en live. C'était très rigolo, entièrement a cappella. Et ça, c'était un petit défi rigolo. Elle marchait très bien. Et comme je trouve que la chanson, elle est encore mieux quand on la découvre. De temps en temps, volontairement, moi-même, je change les phrases. Donc, il y a encore une autre version sur la tournée qu'on fait actuellement. Une autre version et musicale et au niveau des paroles. Mais je pense qu'il y aura encore des évolutions dans ces paroles-là pour qu'elles soient le plus... Parce que là, en ce moment, je trouve qu'elles collent trop à l'actualité et ça me plaît pas. Je veux que ce soit des phrases qui durent toujours, encore une fois. Et pour l'information, on en reparlera. Le 14 juin, vous fêterez les 10 ans de la tristitude au Trianon à Paris. Exactement, ça va être on va... non seulement la tristitude, et puis l'album Le Monde est beau, sur lequel la tristitude figure. Parce que c'est un album qui nous a accompagnés, ça reste un gros succès, a fortiori pour des choses qui ne passaient pas à la radio. Et donc, je suis très heureux de ça. Ouais, ça va être une très belle fête. Un autre album dont on va parler dans quelques instants, c'est celui qui est sorti le 27 janvier 2014. A tout de suite sur Sud Radio avec Oldelaf. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Oldelaf. Nous avons déjà cité que le Trianon, le 14 juin, il y aura les 10 ans de la tristitude et l'album Le Monde est beau. Il y a une tournée. Et il y a un autre album qui est sorti le 27 janvier 2014. En voici une chanson. Déclaration d'amour très belle. La chanson s'appelle La Belle Histoire. Il y a toujours un peu des twists. Quand je fais une chanson d'amour trop belle, il faut se douter. Il y a toujours un petit truc qui va clocher. J'aime pas les histoires trop lisses et donc c'est une. Je peux pas en dire beaucoup plus. Il faut aller écouter la chanson. Exactement. Mais en tout cas, c'est une belle histoire. L'album s'appelait Dimanche. Il faut savoir que La Belle Histoire, c'est aussi le titre du 32e film de Claude Lelouch. Il faut savoir que cet album Dimanche et l'album précédent ont été financés par un appel au fonds sur Internet, ce qui était nouveau. Et finalement, ça vous a beaucoup aidé, même si la chanson a eu du succès, Oldelaf. Oui, en fait, c'était une idée de ma prod. Moi, j'étais produit par Roy Music à ce moment-là. C'est une prod indépendante, ça veut dire pauvre. Et par conséquent, il fallait trouver un peu des solutions pour donner... ils avaient vraiment beaucoup d'espoir. Enfin, sur l'album, ils étaient très motivés et c'était chouette. On a eu une belle aventure ensemble. Et simplement, c'était un peu le début de ces financements un peu participatifs. Ils ont un peu tâtonné au début. Et ce qu'on pensait être juste une aide financière, a pas mal muté. On s'est rendu compte que tous les gens qui avaient participé, donc qui avaient des choses en échange, c'était comme une vente un peu à l'avance de l'album. Et puis il y avait d'autres choses qu'on pouvait avoir. C'est transformé. Parce que les gens venaient nous voir en disant je fais partie de l'aventure, je suis un peu producteur, c'est un peu mon disque aussi, et allez on y va, on y croit encore. Et il y avait, c'est comme si je m'étais retrouvé avec 2000 producteurs au lieu d'un seul. Et il y a des gens qui ont vraiment... il y en a qui participaient à hauteur de 1 euro, 5 euros, et puis d'autres qui mettaient parfois plus de 1000 balles pour financer, ce qui fait qu'on a obtenu des sommes totalement folles, 80 000 euros plusieurs fois pour des albums, ce qui est une somme colossale et ce qui nous a permis d'enregistrer dans de vraies belles conditions, de pouvoir en faire parler, d'avoir des choses comme ça. Enfin, ça a été une chance extraordinaire, donc au niveau financier, mais aussi au niveau de l'impact que ça a eu
sur la base de fans qui me suivaient. Ouais. Ça a été familial en fait. Oui, et en plus, ces fans en ont bénéficié puisqu'ils ont eu un retour sur investissement. Alors pas financier, hein, c'était parce que moi il y a un moment c'était question qu'on fasse un truc comme ça. Moi je voulais pas faire du boursicotage sur l'album, ça me plaisait pas au niveau, je dirais même politique quoi. Mais en revanche, ils ont eu un retour, puisque je propose aux fans des choses. Par exemple, là, sur le dernier financement, pour le dernier album, ils ont eu un album qui sont les seuls à avoir eu. J'ai écrit un album supplémentaire juste pour les fans, avec que des chansons humoristiques. Dont, sur le il y a des trucs vraiment complètement débiles, mais qui me plaisent bien. Ouais. Surtout si elles sont débiles, elles vous plaisent et elles plaisent au public. Alors, le premier, c'était Grégoire. Il avait eu 347 producteurs à l'époque, ce qui était considéré comme énorme. Et on pensait que ça marcherait pas, et ça a très bien marché, cette formule. Et ça a de l'avenir. Ben oui, alors pour le coup, eux faisaient dans My Major, c'était du boursicotage pour le coup. Et ce que je trouvais un petit peu moyen, c'est que les gens qui investissaient, c'était entre guillemets comme un concours. Et il y avait plusieurs artistes sur lesquels on pouvait miser. Et celui qui avait le plus de voix prenait tout le financement de tout le monde. Oui. Et ça, je trouvais pas ça très chouette. Sauf qu'il fallait avoir misé sur le bon cheval pour avoir un retour sur investissement. Et surtout, le retour investissement était tellement ridicule. C'était un 347e de la part consacrée juste. Ouais. Donc je trouvais ça vraiment pas très honnête, même si tant mieux pour Grégoire qu'il a eu tout ce succès. Mais en revanche, je mets mieux le fait de dire. On donne des choses en échange, c'est-à-dire qu'on vend l'album. Après, si vous voulez l'album dédicacé, ça fait une petite somme supplémentaire. Si vous voulez assister à une rencontre, un concert privé, on vendait d'autres choses. On vendait d'autres choses pour pouvoir financer ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose de nouveau. Internet permet de faire ça. Et c'est génial parce que pour des artistes comme moi, qui sont des artistes de public plus que de médias, c'est l'occasion de faire vraiment des enregistrements à la hauteur de mes ambitions artistiques, quoi. Donc c'est grâce aux gens et grâce au public. Et dans les années 60, c'était les maisons de disques qui investissaient. Et un jour, un comptable dit non, l'enregistrement de ce disque a coûté beaucoup trop cher. On vire le chanteur qui est passé ailleurs. La chanson c'était Le Plat Pays et le chanteur c'était Jacques Brel. Oh, c'est drôle. Je pense qu'il n'a pas fait le long feu dans la maison de disques ensuite. Ouais, c'est ça. Alors, il y a un autre chanteur qui n'a pas connu la notoriété de Brel, mais que vous évoquez dans cette chanson. Ambiance, c'est ça, ouais, oh c'est ça, ouais, oh c'est ça, ouais, oh c'est l'ambiance, c'est ça, c'est quoi, c'est ça, c'est quoi, c'est ça, oh c'est l'ambiance, c'est ça. La folle histoire de Michel Montana avec Alain Berthier et Oldelaf. Là aussi, c'est une aventure totalement folle. C'est 10 ans qu'on a fêté cette année et qui se sont arrêtés cette année-là. Donc ça a été une aventure folle parce qu'on voulait faire un duo à deux, j'allais dire. On voulait faire un duo juste avec Alain Berthier, alors qu'on avait le projet Oldelaf dont il fait partie aussi. Il était dans Oldelaf et Monsieur D à une époque. Et on avait vraiment envie de travailler à deux. Mais surtout, on voulait le faire en se confrontant au monde de l'humour. Et ça a été comment l'aborder. Et on l'a fait en parlant de chansons, puisque c'était notre particularité dans le monde de l'humour, c'est qu'on venait nous de la chanson, donc on a pris les guitares, on voulait parler d'un chanteur, on a inventé cette histoire de Michel Montana qui est un des pires chanteurs que la France ait croisé, mais qui lui-même a croisé la route des plus grandes sommités et qui écrit son nom, il a supposément inventé la guitare électrique, le rock, le reggae, des chansons, les Magnolia Forever, tout ça, et on découvre que tout lui a été piqué tout le temps, et ça a été génial parce qu'on s'est fait vraiment accueillir à bras ouverts par le monde de l'humour. On a beaucoup travaillé parce que c'est très exigeant l'humour. Une chanson, c'est un peu subjectif, on n'aime pas, mais l'humour, c'est infernal, c'est drôle ou c'est pas drôle, c'est très binaire. Et ça a été beaucoup de travail. On est très fiers du résultat auquel qu'on a atteint. Quoi, voilà. Et le nom de Michel Montana est venu comme ça par hasard, Oldelaf ? Alors, oui et non, c'est que je voulais un nom qui sonne un petit peu dans ces pseudonymes des années 70. Moi, je suis un amoureux de la chanson des années 70 avec cette grandiloquence à la française que d'aucuns détestent et que moi je trouve merveilleux, les arrangements de Jean-Claude Vannier, les trips complètement fous de Johnny, de Sardou, et que je vois avec du premier et du deuxième degré, c'est-à-dire que je pourrais pas faire complètement ça aujourd'hui, mais j'adore sur certaines chansons
sur l'amour à l'hôtel Ibis dans l'album Goliath. Voilà, je voulais vraiment un orchestre. On a joué ça. Il y avait un piano Steinway, un orchestre pour cette grandiloquence extraordinaire pour dire quelque chose d'assez grotesque, moi, dans ma chanson. Mais eux le faisaient sur des sujets. J'adore. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Bah, dis donc, Michel, écoute, ça doit être la fête à la maison. Et ça me fait rire vraiment. Et donc, on voulait Montana, tu vois, c'était ce côté. Le mec est nul, mais il faut un nom un peu classe, tu vois. Donc, il y avait le mélange de Tony Montana, de Anna Montana, qui est une série pour les enfants qui est pas des années 70, mais Tony Montana, c'est complètement, voilà, ces années 70. Un peu, il fallait un nom de héros. Et Michel, parce que mes héros s'appellent tous Michel. Voilà. Et il y a eu un vrai Michel Montana qui était le président du mondial de la pétanque, qui est décédé voici quelques temps. Et j'ai trouvé un autre Michel Montana qui travaille à côté. Oui, et puis speaker au Parc des Princes depuis 98. Exactement. Alors, on ne s'est pas rencontrés, mais on se connaît par personne interposée. Mais alors, je ne sais pas s'il est au courant de tout ce que son homonyme a pu faire pour la chanson. Mais voilà. Alors, il y a quand même quelques personnes qui ont pris ce sketch au premier degré, Oldelaf. Michel Montana, qui ont cru qu'il existait. Bien sûr. On nous demande souvent, d'ailleurs, c'est une question récurrente, est-ce qu'il existait ou pas? Alors, je suis toujours un peu épaté, mais il faut jamais sous-estimer la force du premier degré. Pour moi, c'est une des grandes constantes de l'univers. Il y a la gravité, il y a le temps, qui est certainement pas une constante, le temps. Einstein nous l'a expliqué, mais le premier degré, pour moi, c'est une force extraordinaire. C'est que il y a des gens qui pensent vraiment que tout ce qu'on dit, voilà, à la radio, si je dis que oui, à une époque, j'étais cosmonaute pour la Russie et tout, je suis parti, machin, les gens vont, ah bon, moi je savais pas. Non, en fait, il faut essayer de vérifier les informations, oui. et Michel Montana est la première. Je vous laisse, tant mieux si vous pensez que c'est un vrai personnage, mais tout ce que disent vraiment les artistes, tout ce qui s'est passé dans les chansons, dans les livres, n'est pas vrai. Alors, en revanche, il y a quelqu'un qui a fait comme vous un jour, c'est David Bowie, qui a lancé un livre avec William Boyd sur un artiste, un peintre expressionniste qui s'appelait Ned Tête. Il n'a jamais existé, oui. Et les gens l'ont cru. Mais il y a eu un film magnifique de Woody Allen, oui. Des jours et des lunes, je crois, oui. Sur supposément Emmett Ray, qui aurait été un guitariste de Swing Manouche en même temps que Django Reinhardt, et tout est fait avec des témoignages, c'est sublime le film, avec Sean Penn, et pour moi, je suis sorti du film en me disant oui, c'était... Et on m'a dit, mais t'as vérifié? Non. Ah bah non, il n'a jamais existé. Et c'est fait de telle manière que... Et on y croit totalement. Et d'inventer cette histoire. Et certainement que ce film a eu une incidence dans le fait d'avoir imaginé le Montana. C'est de se dire, mais c'est génial. Et parce que toutes les dates qu'on avance dans l'histoire de Montana sont de vraies dates, de vraies informations. Oui. Il se heurte, il perd contre Carlos en finale du concours RTL de 72. Mais Carlos a vraiment gagné le concours RTL de 72. Exactement. Avec sa chanson La Cantine. Et c'est celui qui perd en finale, c'est Michel Montana. Et tout ça, tout est... Il appelle Claude François chez lui en mars 78 pour lui annoncer il y a eu une supercherie qui lui a fait que voilà. Et évidemment, le téléphone tombe dans la baignoire de Claude François et voilà. Bon, c'est ça. Et j'aime beaucoup ce fait de... Où est la limite entre la réalité et la fiction? Et les gens savent, parce qu'il y a des éléments qui se disent, bah oui, ça c'est vrai, donc... on est perdu, ça j'aime bien. Voilà. Et on n'est pas perdu en revanche quand on écoute une autre chanson qui est tirée du Soldat Rose, qui s'appelle Le cheval à la bascule. Je soutiens une chose, ensuite son contraire. Ma couleur favorite est celle de l'arc-en-ciel. Ça aussi c'est notre aventure, Le Soldat Rose. Incroyable. C'est que j'étais en train d'enregistrer l'album dimanche. Je savais que Francis Cabrel connaissait ce que je faisais, il l'appréciait, il m'avait demandé de participer aux rencontres d'Astafor et tout ça. Et c'était une année 2014 très chargée, parce que moi je faisais mon zénith, donc ça marchait bien, ça marchait fort pour moi. Et par les gens intercroisés, Jean-Louis Pierrot, sur lequel je bossais avec l'album, qui était réalisateur du Soldat Rose numéro 2, eh bien, les choses, on m'a appelé pour me dire, écoute, tu fais partie des personnages. Et ça a été un honneur incroyable, parce que j'étais mélangé avec le vrai monde de la chanson, celui que j'aimais, celui que je connaissais. C'était le monde des grands frères. Et je me retrouvais
Au milieu de, il y avait Laurent Voulzy, Francis Cabrel. C'était incroyable. Enfin, Thomas Dutronc et toute cette bande extraordinaire. Et moi, j'étais, ça les a fait halluciner quand je leur ai dit que quand on a reçu le disque de platine, en fait, je dis mais c'est la première fois que je reçois un disque de quelque chose. Il dit bah non, toi t'as fait La Tristitude. Mais j'ai jamais eu de disque d'or. Qu'est-ce que moi c'est un album, je passe pas la radio, tout ça. Et ils étaient tous épatés et tous étaient bardés de millions de disques d'or et d'argent, je sais pas quoi, mais en tout cas. Et c'était incroyable, et sachant que ça venait de Cabrel d'une part et d'être mélangé à ces gens-là qui m'ont accueilli vraiment, voilà, merveilleux. Par contre, ce qui est drôle, en revanche, c'est que quand on m'a envoyé, on a eu la chance d'être les premiers à chanter une chanson de Cabrel. Il a très peu écrit pour les autres, Francis Cabrel. Et quand il a envoyé les maquettes, c'est lui qui chantait. Et tous, on a vécu la même chose, c'est qu'il chantait avec son accent légendaire qu'on a tous imité. Et donc, tu reçois la maquette et tu te mets à chanter toi-même la chanson avec l'accent. Je dis une chose, ensuite son contraire. Mais pourquoi je chante comme ça? Qu'est-ce qui te prend? Et donc, il fallait réapprendre à chanter la chanson avec notre voix à nous, notre manière de chanter. Et ça, c'était une épreuve très excitante aussi. D'autres épreuves aussi heureuses vous attendent. On en parle avec une autre date, le 5 janvier 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Oldelaf. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Oldelaf. Donc 10 ans de carrière de La Tristitude au Trianon le 14 juin. Et puis un nouvel album qui est sorti le 5 janvier 2022 qui montre que l'aventure continue. Tout petit, déjà je voulais voir le monde. Je tournais les doigts autour des mapmondes. Alors, l'aventure continue, c'est la suite de l'aventure. Exactement. Qui aurait dû être une première aventure s'il n'y avait pas eu ce sacré année et confinement. J'ai eu le pif de sortir un album le 28 février 2022 et la tournée qui l'accompagnait commençait le 12 mars 2022 et s'est arrêté le 13. Non, pas 22, 2020. 2020, pardon, Ouais. Jacques, en effet. Les deux, ça sortait en 2020. Et tout s'est arrêté donc le lendemain du début de la tournée. Et ça a été un peu dur parce qu'on avait très bien préparé les choses. C'est un album sur le voyage, en plus, quitte à faire les choses bien jusqu'au bout. Et ça a été un peu dur, on se prépare quand on va partir en tournée. Tu parles à ta famille, tu dis voilà, on va pas se voir beaucoup, ça va être dur, je vais pas être là. Et en fait, on s'est jamais autant vu. On a été 6 mois ensemble, ce qui a été merveilleux humainement, mais ce qui a été dur artistiquement parce que on a perdu 2 ans, et 2 ans dans une vie, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Surtout, de là que vous n'êtes pas du genre à vous arrêter depuis quelques années. Non, parce que j'ai jamais eu l'occasion de le faire non plus. Comme il n'y a jamais eu, c'est dommage. Enfin, c'est dommage. C'est ma vie, c'est comme ça. Mais j'ai jamais, comme j'ai pas eu de succès radio ou télé, un gros tube, on va dire entre guillemets, j'ai jamais eu une grosse somme d'argent qui m'est tombée dessus en disant voilà, on va respirer, on va se poser, je vais pouvoir faire un tour du monde et réfléchir. Non, j'ai jamais eu. Je vis très bien et je gagne gentiment ma vie, et c'est super. Mais il a toujours fallu que je me réinvente, que je fasse des choses et que je sois là sur le terrain. Et donc c'est particulier. Et donc ça a été dur d'apprendre aussi d'être à la maison, d'être là concentré. Mais je dois avouer que j'ai un souvenir humain très fort et qui sera impérissable du confinement, puisqu'on a la chance de partir à la campagne. On était dans la maison de campagne, on était plusieurs. On est parti avant que ce soit là. On a été respectueux de ce qu'il fallait faire, mais en étant quand même à plusieurs. Et ça a été une période très heureuse et très ensoleillée où on vivait comme je pense il y a plusieurs années, mais c'était très chouette. En revanche, le fait de pas bosser, moi, c'est presque une angoisse pour moi. Donc là, on va dire que je pourrais être content en ce moment, mais c'est dur quand même parce qu'il y a 4 tournées et 4 spectacles différents qui se croisent en même temps. Là, c'est un peu compliqué, mais je veux pas me plaindre vu ce qu'on a vécu. On s'y retrouve le soir quand on passe d'un spectacle à un autre, on se trompe pas? C'est parfois un petit peu dur. C'est surtout la tête qui a du mal sur la création, parce que je vous dis, là, je crée plusieurs spectacles en même temps. J'avais la première
d'un tout nouveau spectacle vendredi dernier, mais en même temps je fais encore des chansons pour la radio, il faut que j'écrive régulièrement, plus penser à d'autres projets pour Montreux et tout ça, et donc en fait c'est que la tête a du mal à tout faire, on a du mal à se reposer quand on est en plus fatigué, il faut donc j'encaisse parfois un petit peu le coup, j'avoue, c'est dur. En même temps, vous continuez, puis une activité, on dit des fatigues d'une autre. Donc, C'est ça va être le principe. Alors, j'en reviens à cet album, L'Aventure, car il a été enregistré, et c'est aussi innovateur, dans un camping-car, Val-de-Laf. Une grande première, et je suis très fier de ça. Je me suis rendu compte depuis toujours, moi j'écris en voyage, depuis que je suis jeune. Dès que je pars en vacances, en week-end, le voyage m'a toujours fait écrire, et c'était vrai aussi du reste quand on était en tournée. On partait avec un Renault Trafic, quelque chose comme ça, et le fait d'aller d'un endroit à un autre m'a toujours inspiré. Le train, je rêvais de faire comme Arnaud, le chanteur belge qui nous a quittés malheureusement, qui montait dans des trains pour nulle part, pour pouvoir écrire. Et j'aurais rêvé de pouvoir faire ça tout le temps. C'est ce que faisait Jean Carmet aussi, il prenait le train pour la gare Saint-Lazare, et puis il partait pour n'importe où, il revenait. Mais il écrivait peut-être pas. Non, il écrivait pas, mais il observait pour son métier de comédien. Ah, c'est ça, voilà. Et en tout cas, je trouvais ça, j'ai toujours trouvé ça merveilleux. Et là, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas le mieux, c'est de partir directement en voyage pour enregistrer, et c'est ce qu'on a fait, et j'ai réussi à convaincre les producteurs de m'accompagner là-dedans, et ça a été génial. On est parti, on a enregistré aussi bien dans une forêt que face à la mer, dans un camping-car. On a vécu à 4 une vraie aventure pour le coup, parce qu'on a dû changer de destination en fonction de la météo, des rendez-vous à droite à gauche. Ça a été sublime. Donc je suis très très fier de l'album. Il est vraiment très personnel à cause de ça, ouais. C'est un studio transformé en camping-car. C'est ça. En studio, voilà. Ouais, c'était plus simple que d'essayer de mettre des roues à un studio. Alors je me suis un peu renseigné. Le premier camping-car, ça s'appelle une remorque autoportée qui permettait le couchage, la restauration et la toilette. Ça s'appelait le Carling Home, et c'est un certain Charles Louvet qui l'a créé en 1920, et ça coûtait le prix d'une maison à peu près. Oui, c'est quasiment toujours ça. Hein. Des vrais camping-cars, les beaux camping-cars, ça vaut le prix d'une maison de campagne, hein. C'est incroyable. Alors, un album consacré au voyage parce que vous aimez les voyages par-dessus tout. Même si je suis pas le plus grand des voyageurs, je sais que pour moi, le voyage, il commence pas forcément avec de l'avion. En fait, le fait même nous d'être en tournée, de rencontrer des gens, d'aller vers des endroits, des villes qu'on ne connaît pas, j'ai toujours trouvé ça positif. On ressort toujours grandi des voyages et des rencontres. Donc, je pousse en effet les gens à sortir de ce quotidien et de pire de cette du côté statique où maintenant on est devant un écran, on bouge plus et on lève pas la tête. Il faut vraiment aller se bouger, mais vraiment faire des rencontres que j'appelle pas voyage, le fait d'être dans un club à Djerba et de rester devant la piscine du club. Je parle vraiment d'aller à la rencontre de l'autre et des choses qu'on ne connaît pas, ouais. Alors, il y a eu cet album L'Aventure, et puis l'aventure continue après le confinement. Ouais. Et dans cet album, il y a cette chanson Demi-dieu. On est comme des demi-dieux, on ne voit plus que nos yeux. Où est-il le joli bleu et l'Olympique en feu? Ça correspond exactement à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on est tous devant notre écran. Ouais, il y a ce côté aussi, les masques, moi, qui m'ont fait beaucoup de mal parce que je savais bien avec l'arrivée des masques et tout ce qu'on a pu dire sur le Covid, certes, ça nous protégeait d'une maladie, mais en fait, c'est que ça nous séparait un peu les uns des autres. Et ça faisait de ce monde un petit peu où tout était possible, où tout devenait impossible tout d'un coup. Et surtout, c'est qu'on se méfie de l'autre en disant... écoutez, je vais garder le masque. Et il y a encore des gens aujourd'hui qui gardent le masque en disant, écoute, ça me fait pas de bien, moi ça me fera pas de mal. Et je trouve ça un peu triste. Je crois qu'on a besoin de prendre le risque de se rencontrer avec tout ce qu'on a et certes on va choper des gastros, certes on va choper des virus de temps en temps. Il y a un risque à prendre, mais le risque, c'est l'autre, c'est la rencontre, il va y avoir de la casse, certainement, mais si on se protège, si on vit dans des petits cocons aseptisés, je pense pas que ce soit la fonction de l'être humain et de l'humanité, surtout. Alors, il y a dans cette chanson aussi une phrase qui m'a beaucoup marqué, c'est que les foot en herbe de mi-juillet sont interdits, et le football, pour vous, c'est presque une partie de votre vie, Oldelaf. Oui, j'avoue que je rêvais d'embrasser une carrière de footballeur et j'ai eu la chance d'être nul. Et ce qui fait que tu sais que j'ai beaucoup de peine pour tous les jeunes qui croient beaucoup à ça et
et qui voient ça parce que c'est tellement, c'est même pas le niveau qui pose problème, c'est toutes les blessures, le milieu du foot, du sport en général, c'est très très dur. Et moi, j'ai la chance d'être nul. Vraiment, quand j'étais petit, quand je dis nul, j'étais vraiment nul. Et j'ai tellement aimé ça que j'ai travaillé. Mais c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien de jouer avec des copains. Et donc, on continue dès qu'on peut. Mon vieux corps commence à encaisser le coup difficilement, mais ça me fait du bien à la tête au moins. Et en revanche, ça faisait partie des choses absolument aberrantes qu'on nous a fait faire pendant les confinements, d'interdire les foot dans des parcs. Ça, je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant, quoi. Je veux bien que les médecins me parlent de ce que ça voulait. Alors, évidemment, on va me dire, c'est parce qu'il fallait pas qu'il y ait des blessures, des gens qui se fassent mal à la cheville, qui soient obligés d'aller à l'hôpital, où ils étaient surchargés, tout ça. Mais pour moi, ça repoussait le problème plus loin. Et ça, on peut parler de politique, on n'est pas là pour ça, mais de dire qu'en effet, on a vu que ça posait des problèmes de réduire l'argent qui était alloué aux hôpitaux et aux infirmiers et machin. Et au lieu de ça, non, on préfère faire des aberrations comme ça, et c'est complètement grotesque, quoi, ouais. Alors, en plus, vous aimez tellement le football, Delaf, que vous réglez quelquefois vos tournées en fonction des grandes rencontres de football. Non, alors c'est pas si simple que ça. La preuve, par exemple, je m'arrache les cheveux, mais c'est trop tard. Mais je vais jouer là le samedi prochain, dans 10 jours, le soir de la finale de la Champions League entre le Real et Liverpool. Et ça me rend fou à l'avance parce que j'avais très envie de regarder ce match-là. En effet, maintenant, non, c'est juste que il faut faire attention quand on organise des spectacles de pas les mettre le soir de ces moments importants, parce que quand une finale de Coupe du Monde où il y a la France, ça sert à rien je regrettais d'ailleurs, moi j'avais été invité par des amis, les Debout sur le Zinc, il y a un groupe merveilleux que je vous invite, qui avait fait un spectacle spécial sur Boris Vian, et je suis la voix off sur le spectacle. Il le jouait en Avignon pendant le festival, le soir de la Coupe du Monde. La finale à la France, je dis, écoutez les gars, je vais pas venir m'écouter, je ne peux pas, ça c'est pas possible. C'était une fête populaire tellement importante que je pouvais pas rater ça, c'était compliqué. Maintenant, je ne règle pas les tournées en fonction de ça, c'est pas vrai. Mais je pense que quand on joue, et je l'ai vu faire par le passé, de décaler un petit peu les soirs de finale Coupe du Monde, je sais que ça doit faire dresser les cheveux sur la tête de certains amoureux d'art qui disent mais un concert est plus important que tout, mais je me dis qu'on peut à peu près mélanger tout et que tout fonctionne en bonne entente. Ouais. Et je crois, Delaf, que votre premier souvenir d'enfance, c'était France-Allemagne de 82. Complètement, ça vous a marqué complètement. Ce match perdu bêtement à cause d'un arbitre. Oui, j'en veux toujours à l'Allemagne, hein. C'est une raison supplémentaire d'en vouloir à l'Allemagne. Et non, je trouve que ce match dépasse le simple cadre du football, je pense, parce qu'il y avait le croisement de cette génération incroyable de Platini. Il y a évidemment toujours une rancœur, même pour des gens qui n'ont pas connu la guerre. Je trouve que l'Allemagne a évidemment un statut particulier, même si aujourd'hui on est des amis politiques et c'est bien, tant mieux comme ça, mais c'est vrai qu'il y a toujours une guerre évidemment que je trouve beaucoup plus forte même qu'avec l'Italie, qu'avec l'Angleterre. C'est très particulier. Et puis je trouve qu'il y a... Je sais pas s'il faut qu'on parle de foot. Non. Mais en tout cas, il y a Tronchet, qui est un ami dessinateur, qui fait maintenant aussi soit des romans graphiques, soit des livres, carrément, qui a écrit là-dessus, carrément, une BD juste sur ce match-là, parce qu'il dépasse le cas du football, et cette blessure, cette agression je sais pas, pour moi, c'est l'ordre des assises, et non pas du tout d'un carton, même pas d'un carton. C'est qu'il y a une agression pour notre homme qui veut tuer un autre, Pour moi, c'est un autre cadre que le simple football. Voilà. Ouais. Revenons à l'amour, c'est plus simple. Voilà, je préfère. Avec une chanson de l'album qui s'appelle Je t'aime et qui parle de notre douce France. Je t'aime dans le métro quand le matin il y a du monde. Je t'aime dans les wagons qui se vident et se bondent. Je t'aime malgré l'odeur et les colères vagabondes. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime lorsque les filles... Alors ça, c'est un hymne à l'amour à la France. Oui, et avec ce que ça de déraisonnable et de raisonnable, c'est que je trouve qu'on a un pays... Je tiens à dire que la chanson n'est en rien politique et surtout pas nationaliste, hein. C'est vraiment juste dire on a une chance extraordinaire de vivre dans ce pays, qui a une culture...
extraordinaire. On est des gens, des râleurs, on est tout ce qu'on veut, mais il y a quelque chose qui me fait une peine profonde vraiment de citoyen, c'est qu'aujourd'hui dans la politique, et ce qui vient de se passer aux élections le prouve une fois, on essaie de nous séparer en fait, on essaie de nous diviser au maximum, et quand les politiques, on doit faire passer des choses, ils essaient de culpabiliser certaines couches, ou de faire porter le chapeau de certaines de leurs erreurs à une couche de la population pour qu'on se haïsse les uns les autres. On fait des émissions, les ch'tis à Mykonos ou je sais pas quoi, les Marseillais, pour que les ch'tis paraissent débiles ou les Marseillais paraissent débiles. Enfin, ça me rend fou de dire, mais en fait, juste, on a la chance d'être une merveille de pays. On a toujours une culture extraordinaire, un climat merveilleux, une agriculture incroyable, et qu'on a toute cette ère de différence. On a la chance d'être le brassage de plein de populations, d'être au croisement de cultures. Et il faut aller toujours chercher la petite bête à chacun. Il faut les faire porter le chapeau, soit aux émigrés, soit aux pauvres, soit aux gilets jaunes, quand c'était les gilets jaunes. Mais en fait... essayons de vivre ensemble intelligemment et pour célébrer cette chance qu'on a de vivre ici et ce pays merveilleux. Enfin... Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on va vous retrouver le 14 juin au Trianon et dans toute la France et continuer à chanter ainsi avec humour, avec tendresse et avec vos idées. Et puis, on a entendu vos chansons à la radio aujourd'hui. Hein. Oui, merci de le faire. Vous chantez vrai et nous parlons vrai, ça tombe bien. Vous revenez quand vous voulez. On défend les mêmes choses. Merci Jacques. Merci Oldelaf. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.